C'est notre rubrique Transition urbaine avec Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Bienvenue, le rubrique qu'on a lancé avant les municipales il y a quoi, une année, ouais. Et qu'on a décidé de continuer après. Allez, parce continue. que voilà, c'est une façon de parler de l'attractivité de nos villes. Une entreprise emblématique. Aujourd'hui, c'est Sencrop qui est basée à Lille. Martin Ducroquet, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Sencrop, entreprise française spécialisée dans la météo agricole connecté. Vous allez nous expliquer comment fonctionne votre application. Vous l'avez créée il y a 10 ans, c'est ça? Exactement. Quel service vous proposez concrètement? On propose aux agriculteurs de pouvoir être connectés à leurs parcelles au travers de capteurs qu'ils vont déployer dans leur champ, que ce soit des agriculteurs, des arboriculteurs, des viticulteurs, quel que soit leur secteur d'activité. Les agriculteurs ont besoin de suivre la météo parce que la météo a un impact énorme sur la croissance des plantes, sur des risques de gel, sur des risques de maladies qui peuvent arriver, qui sont liés à l'hygrométrie, à la température, éventuellement au vent. Et donc, en fait, on va mesurer, on déploie des capteurs. On a à peu près 40 000 capteurs aujourd'hui déployés en France et en Europe, parce qu'on a dès le départ, grâce à notre ancrage à Lille, pu se déployer. Et donc, 40 000 capteurs, et en fait, c'est une sorte de Waze où les agriculteurs... Oui, c'est collaboratif, c'est coopératif. Voilà, qu'ils aient une station ou pas dans leur parcelle, vont pouvoir se connecter. Vous pouvez vous connecter à Sencrop, et donc au travers d'une application, vous allez visualiser les historiques de data. Qu'est-ce qu'il a plu depuis un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours? Est-ce qu'il y a des écarts entre une parcelle A et une parcelle B qui est peut-être de l'autre côté d'une vallée et autre? Il y a des écarts assez forts. Et puis, on a également embarqué les prévisions météo. Les agriculteurs ont besoin de savoir ce qu'il a fait, mais également ce qu'il va faire dans les prochains jours pour intervenir. Et en fait, l'intervention, c'est est-ce que je dois aller semer? Est-ce que c'est le bon moment pour aller pulvériser, pour aller irriguer? Est-ce que ma plante est en stress hydrique? Est-ce qu'elle c'est le bon moment pour que le produit ou la manière de le protéger, est-ce que c'est le moment d'y aller? Donc, ils ont des fenêtres parfois relativement courtes et on va les aiguiller pour vraiment prendre la bonne décision au bon moment. Alors, vous parlez de ça avec une certaine aisance parce que vous êtes originaire du Nord, vous avez grandi dans une exploitation agricole sans la reprendre par la suite, mais vous connaissez donc bien ce secteur. De votre point de vue, c'est quoi ce qui le menace le plus en ce moment? C'est le changement climatique, c'est le contexte géopolitique? Il y a pas mal de paramètres qui font que les agriculteurs sont sous pression. Le changement climatique, bien évidemment, des variations durant les saisons très fortes, donc des événements qui sont plus brutaux, donc des risques aussi sur leur parcelle, grêle, gel, des risques de saison très longue de sécheresse. C'est également le fait qu'ils peuvent moins facilement protéger leur culture parce que moins de molécules disponibles. L'Europe fait un gros travail là-dessus et les produits de substitution biostimulants ou biocontrôle ne sont pas encore toujours éprouvés. Et donc, il y a des enjeux très forts sur eux, c'est la résilience et puis les cours des matières premières. Quand on voit la brutalité de ce qui se passe en ce moment, c'est un effet sur l'augmentation de l'azote qui vient du Golfe Persique. En permanence, c'est le yo-yo, soit c'est le prix des matières premières qui est trop bas, qui peut avoir des effets d'à-coup, soit c'est les matières premières qui continuent d'augmenter. Et donc tout ça fait que il y a un sujet de résilience pour les agriculteurs. Les exploitations doivent trouver des moyens de sécuriser quelque part leurs revenus. Et un des moyens, on est une entreprise à impact. On a vraiment pour mission d'aider tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de l'exploitation, à réduire le risque sur leur culture en accédant à de la data en temps réel pour intervenir au bon moment, au bon endroit. Et ça a un impact, s'ils interviennent bien sur le semis, sur une irrigation, sur un traitement, qui soit en bio, qui soit en conventionnel, ils vont pouvoir protéger leur culture, à la fin avoir 5-10 tonnes en plus à l'hectare. C'est ça qui fait la différence au final. Et Sencrop, c'est votre deuxième aventure, je crois, entrepreneuriale, après une excursion dans la food tech. Qu'est-ce qui vous a réuni avec votre cofondateur, Michael Brugnaut, dans cette idée justement de météo collaborative? Alors Michael, moi je suis un profil en fait monde agricole, issu du monde agricole, plutôt business développeur, en tout cas j'aime bien développer, notamment sur des projets internationaux. Et Michael est quelqu'un de la tech, de la data, ingénieur informatique et sur les capteurs. Et donc ensemble, on s'est réunis en fait, des entrepreneurs nous ont réunis. Ces entrepreneurs étaient basés à Euria Technologies. Euria Technologies, c'est là où l'entreprise est née. C'est un incubateur qui est basé à Lille. Et à partir de cet incubateur, des amis communs nous ont mis en contact. Et puis on était très complémentaires. Moi, j'étais à un moment de ma vie où, en effet, je voulais relancer une entreprise, toujours dans le monde de l'agro, l'agri. Et puis, ça fait match. Et puis, on a créé cette entreprise et l'aventure a pu démarrer. Alors, fondée en 2016, effectivement, à Euria Technologies, vous venez de le dire, 100 collaborateurs en Europe, le chiffre d'affaires 8 millions d'euros. Vous êtes présente dans 30 pays, 40 000 stations météo actives en Europe. Vous nous avez donné ce chiffre. Ça veut dire 30 000 agriculteurs connectés chaque mois. Et cette appli, les usages se font
à l'ultra majorité, 95% des usages se font sur smartphone avec un modèle qui est souvent comparé à Waze. Donc ça veut dire que plus il y a d'utilisateurs, meilleure est la donnée pour tout le monde. Sauf qu'au début, il a fallu les convaincre. C'est le point de départ qui est compliqué. Comment vous avez convaincu les premiers agriculteurs? C'est l'œuf et la poule, et en effet, plus on a de points de données comme Waze, plus il y a de voitures sur l'autoroute, plus j'ai de data. Là, la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été ultra focus sur des territoires. Et donc nous, on est parti sur notre territoire fertile du bassin nord parisien. On a de très bonnes terres autour de Paris, nord de Paris jusqu'à Lille et jusqu'aux Pays-Bas. Et donc on s'est dit, nous, on va d'abord développer notre business sur cette zone-là, et notamment sur une culture en particulier, qui était la pomme de terre, qui est une culture à forte valeur ajoutée, et sur laquelle notre produit a encore plus d'impact, puisque la pomme de terre est très fragile et demande beaucoup de protection durant la saison, parce qu'il y a le mildiou, une maladie qui peut faire des ravages, vous pouvez perdre toute votre récolte, donc il faut vraiment suivre et monitorer ça. Et la data météo est un indicateur clé, l'hygrométrie dans l'air fait qu'il y a des champignons, ce mildiou va se développer ou pas. Okay. Et donc notre business, notre stratégie était vraiment de cibler les organisations de producteurs, les grosses usines qui sortent des frites, qui sont notamment dans le nord de la France, tous les groupements de producteurs, il y en a une dizaine de milliers en France, et donc on a été présent à chaque moment, à des salons clés. Et donc grâce à ça, on a pu faire ce maillage minimal, mais dans une zone très, très restreinte. Et puis de fil en aiguille, un producteur de pommes de terre, également céréalier, également betteravier, également liniculteur. On s'est étendu. Et puis, au bout d'un an, on a fait un salon à Angers et où on a des producteurs, notamment des viticulteurs, qui sont venus nous voir en disant attention, là, comme en ce moment, au mois d'avril, on a des risques de gel. Dans un mois, on va être très à risque. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut nous alerter en pleine nuit ? Parce que nous, on fait le tour avec notre 4L, le tour des vignes pendant la nuit pour voir si c'est le moment de mettre des bougies ou il y a des différents systèmes de lutte anti-gel à 2, 3, 4 heures du matin. Et là, on aura sorti un produit très vite. Avec mon associé a codé cette appli sur un petit module complémentaire pour leur permettre de calculer la température sèche et humide et donc d'intervenir au bon moment pour protéger également leur culture. Vous venez de le dire, là, vous brassez énormément de données. Je crois que c'est 40 millions de points de données par jour. Forcément, on peut penser à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA, en quelques mots, peut changer pour vous en termes de services proposés ? Alors, 2 axes. Le premier, c'est en effet d'imaginer de nouveaux services, parce qu'on brasse énormément de data d'observation, mais également de prévision météo. C'est 1,2 milliard de données météo qui sont enregistrées et comparées tous les jours avec ce qui est réellement mesuré. Donc, grâce à ça, on peut être sur des modèles apprenants et éventuellement d'améliorer des prévisions court terme sur la météo. Et puis, en complément, sur la maladie également, on peut, grâce à la data, toutes ces datas, imaginer d'enrichir des modèles en ayant aussi l'observation que les techniciens agricoles ont dans les parcelles, en les comparant aux conditions météo. On va pouvoir imaginer de nouveaux modèles de prédiction de maladies et de ravageurs d'insectes dans les parcelles. Et puis après, bien évidemment, autre sujet de l'IA, c'est la possibilité pour nos équipes de développer plus avec un même effectif, de pouvoir aller beaucoup plus loin, puisque là, il y a des sujets de productivité potentielle. Allez, quelques chiffres sur la métropole lilloise. Oui, parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, là, c'est la 3e métropole de France, avec 1,2 million d'habitants, si on compte évidemment toutes les communes, elles sont pas moins de 95. 35% de la population a moins de 25 ans, parce qu'on le sait, c'est une ville évidemment étudiante, c'est la 2e métropole universitaire de France, hors Paris, 136 000 étudiants. Et dans le secteur numérique, évidemment, il y a pas mal d'entreprises, 3000 entreprises, on l'a vu, une proximité avec les capitales européennes, moins de 300 km de 5 capitales européennes. Donc Sencrop, on l'a évoqué, est né à Euratechnologies, c'est un hub cofondé par la métropole, la région Hauts-de-France, la ville de Lille. Il y a de très bons chiffres, on parle de 91% de taux de survie des startups à 3 ans, ce qui est quand même pas très très fréquent. Qu'est-ce que cet écosystème concrètement vous a apporté dans les premières années ? Alors, on y est très attaché en effet, même si on a pu, mon associé et moi, bourlinguer un peu partout dans le monde. Pourquoi Lille ? Parce que pour nous, il y avait c'est une terre riche d'entreprises, d'entrepreneurs. Il y a un siècle, c'était le textile qui était hyper foisonnant, Lille, Roubaix, Tourcoing. C'était des capitales mondiales. Et il y a tout un tissu d'entrepreneurs qui ont continué à cultiver. Ensuite, dans la distribution, dans le retail, dans l'agroalimentaire, il y a des gros groupes qui sont présents dans l'Or aussi, compte tenu de cette proximité avec des bonnes terres fertiles, également avec des capitales européennes. Nous,
ce qui m'a vraiment fait partir de Lille, notamment, et de construire cette entreprise depuis Lille, c'est que, et notamment d'Euratex, c'est qu'il y a on n'est pas seul. On est vraiment accompagné dans cet endroit-là d'autres entrepreneurs. Donc, Euratex, c'est 300-400 entreprises. C'est aussi la possibilité, c'est comme ça que j'ai rencontré indirectement mon associé. Ils ont notamment mis en place un programme avec l'université de Stanford aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Voilà. Et donc, ils envoient tous les ans 15-20 entrepreneurs se frotter à savoir comment on peut lancer une entreprise en mode en mode américain, qui est quand même là où se passe beaucoup de choses, avec l'innovation, avec comment lancer les produits, notamment dans le B2B. Et donc, moi, j'ai pu participer à un de ces batchs-là, d'aller 15 jours, 3 semaines aux États-Unis, avec des profs qui viennent également à Lille. C'est, je crois, un truc un peu exclusif qu'ils ont développé avec cette université. Et là, c'est un effet promo qui crée. Et donc, on crée en fait des liens avec des gens avec qui on vit quelque chose. Et puis, on se passe des tips, voilà. Et donc, ça, c'est ça, pour moi, la richesse de cette incubateur. Le maire Arnaud Deslandes, qui avait succédé en cours de mandat à Martine Aubry, a été réélu à la métropole de Lille. C'est un nouveau président qui s'appelle Éric Skironka, qui est un ancien professeur des écoles. Alors, vous avez quand même pas mal d'expérience de ce qu'est l'écosystème économique et politique lillois. Si vous deviez, là, vous avez le maire en face de vous, le président de Lille Métropole, pointer une amélioration, vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir éventuellement changer? Ouais, je pense qu'il faut vraiment que Lille prenne conscience de sa position géographique, pas seulement en France, mais en Europe. Lille est plutôt réputée pour que les différentes instances politiques puissent travailler avec le monde économique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, avec un écosystème assez vivant. Mais je pense qu'en effet, d'ancrer Lille, qui est à 30 minutes de Bruxelles, à 1h30 de Londres, à 1 heure de Paris, et qui est plutôt une ville assez internationale, nativement, puisqu'on est à la frontière belge, fait que je pense qu'il faut qu'on ouvre encore plus... Mais vous l'avez pensé européenne, votre entreprise, avant de la penser française? Totalement. Ouais. Dans l'ADN de Sencrop, il y a le côté collaboratif, on en a parlé avec le côté Waze. J'aide des agriculteurs, ils s'aident entre eux, et puis ils s'aident dans un écosystème. Et puis, il y avait l'ADN européen. Moi, j'avais eu la chance de travailler, d'aller aux États-Unis, en Amérique latine, d'avoir un parcours un peu international. Et dans la tech, avoir un projet franco-français, ça n'a pas de sens. Dès qu'on déploie de la techno, on peut la déployer partout. On a la chance de travailler sur la météo, qui est une matière première universelle. Tout agriculteur dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, a besoin de data météo pour conduire ses cultures. Et donc, de fait, on s'est dit, nous, on va être européens à minima. Et voilà, donc c'est vraiment notre histoire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une trentaine de pays d'Europe, notamment en Afrique du Sud aussi, et avec un ancrage fort... Allez, 1 minute, une dernière question. Et vous êtes européen et maintenant vous appartenez à un groupe, on va dire solide, puisque vous avez récemment été acheté par Isagri, qui est donc un groupe des Hauts-de-France. Le outil, c'est un hasard. Ils sont basés à Beauvais. Ils sont basés à Beauvais. C'est un groupe familial qui est costaud, qui fait à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 3000 salariés. C'est pas un hasard parce que déjà d'être dans la même région, c'est un ancrage fort et cette proximité est importante pour nous aussi. Quand on est repris, quand on est racheté, d'avoir les centres de décision pas trop loin, ça nous aide beaucoup. C'est des gens qui comprenaient bien notre marché puisqu'ils étaient un de nos petits concurrents. Et donc, ils ont très vite compris la valeur ajoutée. Et c'est surtout un groupe qui est très fort, qui est le leader européen dans le logiciel agricole et agroalimentaire. Ils ont énormément de logiciels pour l'encaissement, pour la gestion des usines agroalimentaires, pour tout ce qui est traçabilité, enfin, énormément. Et nous, on est une brique et nous, on devient la structure de développement de l'agrométéo au sein du groupe. Mais non, c'est vraiment cet écosystème Agritech qui est très fort dans les Hauts-de-France et à Lille en particulier. Merci beaucoup Martin Ducroquet et bon vent à Sencrop, bon retour à Lille. Merci Alexandre, on se retrouve dans un mois, une nouvelle ville, une nouvelle transition urbaine. Allez, c'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Fanny Picard, pionnière de l'investissement à impact.